Salut à tous, alors vidéo rapide, assez technique. Honnêtement, je ne vais pas rentrer dans ce genre de choses. C'est des chiffres, à mon sens, techniques, giga, térawattheure. C'est pas que c'est utile. Ce qui est important, c'est le titre. Donc, les voitures électriques sont-elles dangereuses pour le réseau électrique en France? Est-ce que ça pourrait mettre à mal, en fait? Quelle est la proportion? Alors, en fait, il faut distinguer deux choses. Ce qui est ça qui est important. C'est que ton véhicule à la base thermique, tu es obligé d'aller à la station essence. Pour ton véhicule électrique, tu vas te recharger chez toi. Il y a cette partie-là, moi c'est du concret, on va dire que j'étais environ à 8 kWh, 8000 kWh, et je ne suis pas tout à fait à 10 ou 12. Bref, j'avais calculé que pour faire environ 15, 20, 25, 30 000 km par an, en fait, c'est environ 30%. Il en va sans dire que plus on va faire des kilomètres, plus on va logiquement consommer, et plus donc on va donc devoir consommer et avoir une facture plus importante. Donc elle peut être allégée avec des photovoltaïques, éventuellement mettre des panneaux, mettre des batteries, etc., etc., changer de contrat. Donc il y a beaucoup de possibilités donc, pour pouvoir essayer de réduire sa facture. Dans l'ensemble, ça reste relativement faible. Il va y avoir aussi des panneaux photovoltaïques donc la journée, donc au niveau du réseau qui va être accompagné, et donc les heures creuses, heures pleines, donc tout va être modifié. On parle aussi du V2L, V2G. En fait, en termes, mon sens d'inquiétude, il n'y en a pas. Il n'y en a pas et il ne devrait pas en avoir s'il y avait eu une réelle transition énergétique. C'est-à-dire qu'on a énormément de bâtiments avant les années 2000 qui sont énergivores, et en fait de rafistoler, de rénover entièrement, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur des logements. C'est là en fait où on peut gagner. Sur les fenêtres, sur les portes d'entrée, j'en ai déjà parlé, les portes de garage, passer obligatoirement à la climatisation. Donc on peut passer au tout électrique, c'est pas un problème, et c'est beaucoup mieux certainement qu'une cheminée, même si c'est très sympa la cheminée en soi. Hein, il y a peut-être une odeur, il y a peut-être un certain style, mais voilà, ça rejette quand même aussi des CO2, il peut y avoir des incendies, donc l'électricité, c'est ce qu'on fait de plus fiable, même par rapport au gaz, et même au niveau des pertes, etc. etc. Donc en fait, avant de se poser la question sur la voiture électrique, c'est de savoir déjà si on a un appartement ou une maison, si il est bien en fait isolé. Donc en fait, on baisse déjà sa consommation drastiquement, et on vient donc la compenser finalement par un véhicule électrique. Et d'ailleurs, on va plus consommer donc de produits pétroliers à ce niveau-là. Il y aura toujours de toute façon du pétrole, faut pas s'inquiéter là-dessus, on en a besoin. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a parlé des chauffes. Oui, de toute façon, pour faire du goudron, aujourd'hui, même si on le recycle, hein, mais on le recycle très très faible, à peu près 10%, ça vient générer, si on peut dire, cette chauffe-là, puisque c'est vraiment le dernier, si on peut dire le goudron, l'enrobé, qui est mélangé donc avec des pierres, du sable, peu importe, etc. Donc il y en a du liquide. C'est vraiment le dernier qu'on fait donc, dans une raffinerie. Mais ça demande aussi tout ça, de cette chauffe, soit du gaz, soit souvent beaucoup donc d'électricité. Pour le reste, et c'est ça qui est important, c'est la consommation hors de la maison, donc quand sur les longs voyages, longs trajets. Aujourd'hui, on est à Pinups, donc ils nous le disent, hein, on est à 0,14, bref, on n'est même pas à 1%. Donc, comme je te dis, sur les informations, je te laisserai les lire, si tu vas y trouver l'article ou quoi machin. C'est très technique avec des chiffres, etc., des estimations pour 2035, etc. Mais ça va bien se passer. Voilà, il n'y a absolument aucun souci. En fait, il y en a qui, de toute façon, même quand tu arrives avec des preuves tangibles, que tu expliques tout ce que tu veux, que tu expliques que tu es en termes de consommation, que tu as ceci, que tu as cela, que tu amènes donc des éléments de preuve, il y en a qui, de toute façon, c'est repoussoir. Ils te diront que tout est faux, qu'on est payé par le lobby de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Bon, écoute, moi je suis pas là en fait pour te persuader. Donc autant les éoliennes, c'est discutable, en mer, ça a l'air d'être intéressant, et puis c'est surtout le photovoltaïque qui est très 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 prometteur, qui est très intéressant. Je tiens à rappeler qu'une centrale nucléaire, ça demande de l'entretien, et c'est pas à vie. Le photovoltaïque, ça demande très peu d'entretien, pour le peu que je sache, hein. Tu vérifies les micro-onduleurs, si ça fonctionne bien, juste les nettoyer de temps en temps les panneaux, et puis c'est tout. Voilà, donc franchement en termes d'entretien, c'est comme la voiture électrique, franchement on ne fait pas mieux. Et une durée de vie entre 20 et 40, 50 ans. Seule différence, c'est que prendre des grêlons, si on peut dire, sur une centrale nucléaire, ça n'a pas d'impact, c'est du béton. Là on est sur du verre, donc obligatoirement, il faudra peut-être trouver un jour une solution pour avoir une bâche par exemple, tu vois, qui soit tirée et tendue.
et qui puisse rebondir si voilà, on est capable de prévoir donc ce genre de choses. Bon, c'est pas gagné avec la météo. Bref, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails techniques. Je ne veux pas rentrer, donc il parle aussi du bidirectionnel, du V2G en tout cas, de pouvoir renvoyer dans le réseau. Ça va se stabiliser, c'est assez compliqué. On a des politiques aussi qui n'y comprennent rien et voilà, de toute manière, c'est derrière que ça dirige. Donc derrière, c'est les fonctionnaires, etc. Et tu sens que la conviction, elle est proche du néant, quoi. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est est-ce que le réseau est capable d'incorporer d'ici 2030, 2035, 2040 autant? Oui. De toute façon, ils ont trouvé la combine, si on peut dire, par rapport au réseau, que les gens qui ne veulent pas se charger à 22 heures ou on veut décaler ou quoi, eh ben on va changer les heures creuses, les heures pleines. Moi, je suis assez étonné qu'on mette des heures creuses au moment de pic. Mais il y a très certainement une volonté quelque part. Donc ça veut dire aussi que peut-être que le photovoltaïque va prendre une part beaucoup plus importante. Donc voilà, je sais pas qu'il faut les faire confiance, mais pas faire confiance forcément à tous sur le gouvernement, mais il y a derrière aussi des ingénieurs, il y a des audits, il y a des choses qui sont préparées. Donc bon, voilà, je ferai attention quand même à ce que dit Bruno Le Maire quand même, mais dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Donc les coupures, il n'y en a pas eu, il y a des erreurs de toute façon stratégiques, il y a des centrales nucléaires qui n'ont pas été remises, on nous parle de charbon, on nous parle de ceci, on nous parle de cela. Bon, l'Allemagne est différente de nous, l'Allemagne n'a pas le même ensoleillement qu'on a dans le sud, à partir de Valence, hein, on a un très bon ensoleillement, Valence, Aix-en-Provence, Carcassonne, donc on pourrait utiliser l'éolienne d'ailleurs à Carcassonne, hein, puisqu'il y a énormément de vent entre l'intramontagne, le Mistral, vent des Pyrénées, jusqu'éventuellement parfois les Alpes, et puis jusqu'à la Méditerranée, etc. Donc, moi, si tu veux, ça pouvait être une question, mais le problème, c'est que les médias, à chaque fois, manipulent l'opinion publique et va raconter n'importe quoi. Je trouve dans cette vidéo et dans cet article, il n'en parle pas, la chose la plus importante, si notamment on est en maison, c'est de réisoler sa maison. Donc si on a des combles, pareils, qui sont non utilisables, non utilisés, on les réisole. Souvent, on est sur du 10 ou 15 cm au niveau donc, des RT 2022, enfin bref, être à 22 ou 25 cm, enfin, plus on va avoir d'isolation, mieux ça sera. Alors attention, pareil, il y a une audite en fait de l'UFC Que Choisir. Les maisons BBC, des fois, sont trop isolées ou trop étanches. Donc, ça manque de ventilation. Donc, on ne peut pas non plus ventiler, enfin, isoler et que ça soit étanche à mort. Il faut trouver en fait un juste milieu et une bonne maison qui soit étanche, une bonne pompe à chaleur et qu'il n'y ait pas de pont thermique à des endroits bien précis. Dans l'ensemble, et à mon sens, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je vole là où je suis, mais c'est partout pareil, surtout ici, en fait, où c'est des maisons qui sont vieillissantes des années 80, entre guillemets, à la Kaufmann Broad, mais fait par des constructeurs. C'est pas très bien isolé. On est sur des vieilles fenêtres. Les pires, c'est les logements au gaz, où c'est carrément parpaing ou plutôt briques BA13, collé avec du MAP. Donc, en fait, entre deux, il y a de l'air qui passe. Donc, systématiquement, il y a des déperditions. Donc, c'est là où, à mon sens, il faut faire un travail. Et encore une fois, il n'y a pas du tout de pédagogie qui a été faite. Et on sait très bien que quand il y a eu du crédit d'impôt sur ce genre de choses, quand il y a eu sur les pompes à chaleur, quand il y a eu sur les choses réisolées, etc., eh bien, ce n'est pas de la faute de l'État. Il y a eu de l'abus de la part des sociétés qui ont gonflé leurs prix. On ne peut pas dire que c'est la faute de l'État. Honnêtement, l'État a tout fait et essayé de mettre en œuvre, mais il y a eu des petits malins, des petits coquins, des arrivistes, hein, qui en ont profité pour aller démarcher, dire que l'État offrait tout machin, et ils en ont profité pour augmenter en tout cas énormément leur prix, et ce n'était pas en tout cas justifié. Pareil, tu as du fuel, tu as du gaz, tu changes en fait avec une pompe à chaleur, ça se fait très très bien. Pareil, la durée d'une pompe à chaleur, c'est à peu près 20 à 30 ans, ça fonctionne encore très très bien. On soulage éventuellement le réseau dans la journée avec du photovoltaïque, son petit photovoltaïque, on soulage encore plus éventuellement à terme avec des batteries. Et franchement, c'est ça en fait. C'est une coordination ensemble et c'est dommage qu'on ne le fasse pas en fait à la voiture, c'est-à-dire qu'on aurait dû laisser vivre les voitures thermiques et laisser le choix et qu'on ait une multi-énergie.
Après, pour notre industrie, par contre, je pense que ça n'aurait pas été la meilleure des solutions, parce qu'on voit bien avec Stellantis, en termes d'efficience, c'est pas parfait, on ne peut pas être au four et au moulin, et on ne peut pas faire en fait une bonne électrique ou une bonne thermique, c'est ni l'un ni l'autre au final. Donc malheureusement, peut-être laisser le choix, ça aurait été compliqué, mais en tout cas le multi-énergie, si on peut dire, et de prendre un peu sur le réseau et d'avoir en plus des panneaux et de pouvoir soulager comme là je fais. Là, en toute honnêteté, alors je bouge très peu les panneaux actuellement, donc qui sont amovibles, parce qu'en fait, il y a une ombre qui est beaucoup trop longue du fait que le soleil est très bas. Mais à mon avis, je dois faire 1000 watts. Donc là, j'ai ma climatisation qui doit faire à peu près 800 watts. Parce que là, elle tire un petit peu plus, je la fais un peu plus tirer. Donc, je considère que je soulage le réseau et je viens prendre le soir à 22 heures, ce qui n'a pas été utilisé. Donc, pour moi, aujourd'hui, ERTE, voilà. Ça serait intéressant, au-delà, je dois voir avec quelqu'un, au-delà de l'UFC que choisir, quelqu'un qui est dans le 91, donc qui avait fait, donc si tu veux, c'est pas une audit, mais carrément une thèse là-dessus. Mais encore une fois, c'est extrêmement technique, donc qui t'explique que, bah voilà, tu as 30 consommations, tu as tant de faire suivre, tu as machin, et en fait, on peut intégrer 10 à 20 millions de véhicules, c'est pas ça le problème. Et à mon sens, c'est pas le problème, encore une fois, de l'isolation. Mais franchement, je suis désolé de réinsister, d'être relou et de me répéter, mais c'est toujours comme ça que j'ai vu les choses, en tout cas dans le monde. C'est très, 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 très important, donc, de réisoler. Pour te donner un ordre d'idée, une maison qui est réisolée, tu peux très largement passer sans voiture électrique de 400 euros par mois. Il y a des gens qui sont en grille-pain, qui chauffent comme des porcs, ils sont à 400 euros par mois. Tu peux passer facilement à 150 euros. Donc gagner 250, donc au moins 2500 à 3000 euros donc, sur l'année. Ça veut dire que derrière, si tu mets en place en fait toute cette isolation avec tout cet argent, 2-3 000 euros par an, et sur 10 ans, ça te fait 20 000 euros. Alors, il y a des choses qui coûtent très cher, la réisolation par l'extérieur. Il faut s'adapter aussi en fonction de sa région. Peut-être que si on est dans le sud, qu'on a une belle maison et qu'on n'a pas envie de la réisoler ou qu'on n'a pas envie forcément de changer les fenêtres ou ça coûte cher, ben, pourquoi pas éventuellement compenser avec du photovoltaïque ou des batteries. En fait, c'est à s'adapter en fonction de chacun, en fonction de sa région, en fonction de son ensoleillement, en fonction en fait de sa taille de maison. Et voilà, de toute façon, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, mais on peut réussir en tout cas à améliorer son confort, gagner en électricité. Et moi, je vais te parler de moi. Là, j'ai installé donc une nouvelle pompe à chaleur. Elle fonctionne très bien. Quand il commence à faire -3, et là, on était 0 ce matin, mais ça allait. J'allume au pire des cas la seconde. Et je consomme, là, je crois que normalement, je suis à 8 ou 9000 kWh. Donc 9000 kWh à l'année. J'ai pas une isolation extraordinaire. J'ai pas une maison qui est forcément bien située. J'ai pas des panneaux qui sont forcément très bien orientés. Je pourrais faire beaucoup mieux. Mais on voit que c'est déjà pas mal. Et j'arrive à avoir une consommation qui est plutôt correcte avec 2 véhicules électriques et faire 20-25 000 km donc par an, plus les superchargeurs, etc. Donc, en tout cas, de ne pas, si tu veux, au-delà de compenser, subir donc les coûts du pétrole, les coûts des augmentations de l'électricité. Donc, preuve encore une fois donc, que c'est tout à fait faisable. De toute façon, je ferai un bilan sur l'année de l'électricité par rapport au tempo et de ce que ça m'a coûté et de ce que les panneaux pour le coup aussi m'ont rapporté. Et puis, sans faire de publicité, que ce soit n'importe quel grossiste ou n'importe quel, on va dire, distributeur de panneaux photovoltaïques, enfin là, en ce moment, que ce soit Zendur ou donc Matter France, mais je crois qu'aussi il y a Shock Discount, il y en a plein d'autres. Il y a EcoWatt, non, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, le micro-onduleur, à la base, c'est au moins 100-150 balles celui que j'ai payé. Là, on est à entre 200 et 250 euros, 280 euros pour 2 panneaux. Donc ça vaut le coup, franchement, de tester, voir si ça marche. Puis franchement, pour 1000 euros, se faire une petite installation avec 800 watts x 4, donc 1603 kg, tu arrives au taquet. Bah, franchement, pour 1000 euros, il vaut mieux en tout cas le mettre dans ce type d'installation qu'à l'extrême de le laisser à la banque. Encore une fois, chacun fera comme il veut. Moi, je te donne juste mon avis, mes éléments, et bah, pour ma part, en tout cas pour moi, ça marche et ça va plutôt très bien à ce niveau-là. Sur ce, bonne journée, bonne soirée à tous.